Merci beaucoup pour ces aimables mots d'introduction et de présentation. C'est une énorme joie de pouvoir être ici au cœur de quelque chose qui se veut festif, la foire de Martigny, dont je me souviens d'avoir visité il y a pas mal d'années, ça ne ressemblait absolument pas à ce que l'on voit aujourd'hui. C'est magnifique. Et c'est magnifique aussi de découvrir qu'au cœur de cette effervescence festive, il y a tant de personnes qui prennent le temps de réfléchir sur un sujet tant soit peu sérieux, à savoir, comme vous l'avez intitulé, la finance, moi j'ai mis un S, les organisateurs n'ont pas mis de S, finance en crise. Je crois que c'est un thème effectivement qui nous préoccupe depuis 5 ans. J'ai vu que vous fêtiez, vous, 40 ans, Contaval fêtait 40 ans d'existence. C'est un tout petit peu moins que le désordre financier international, qui a commencé en grosses lettres, en lettres capitales, on peut dire, à partir de 1971. On aura l'occasion d'y revenir pendant la discussion. Je ne vais pas en parler, mais je trouvais que c'était un lien très intéressant. Alors, la question avec l'accord des organisateurs, que je vais traiter brièvement devant vous, c'est cette question, finance, vous avez mentionné le titre d'un de mes ouvrages, finance servante ou finance trompeuse, finance servante de quoi? De l'économie réelle. Et peut-être ma thèse que je vais essayer d'articuler, c'est qu'on est allé très loin, la finance s'est écartée pas mal, très loin, de l'économie réelle et que probablement le temps des retrouvailles est proche et il n'est pas très éloigné. Alors je vais commencer par une question toute basique, à savoir qu'est-ce que fait la finance? Vous avez tous des réponses, vous avez tous de la pratique, vous avez tous des anecdotes à raconter. Je trouve que la meilleure définition de la finance, c'est le titre d'un ouvrage de Giraud qui date de début des années 2000, qui dit « Commerce des promesses ». Effectivement, il n'y a pas de finance s'il n'y a pas de futur, et c'est toujours dans le futur que s'inscrit une promesse qui est porteuse d'avenir, qui est porteuse de quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, sous ce chapiteau de commerce des promesses, il y a deux manières, en quelque sorte, de l'aborder. Et si vous regardez les manuels, les brochures des banques, maintenant elles en produisent moins, mais si vous regardez les discours, quelle est la fonction du système financier, vous trouvez en gros deux séries de réponses, deux séries de fonctions. Une première fonction que j'ai tendance à appeler le rôle traditionnel de la finance, qui est évident, c'est celui de financer. De financer des projets, des porteurs de projets, encore une fois, qui engagent le futur, qui sont porteurs de promesses. Donc, c'est la recherche de financement, l'épargne, et le côté création de possibilités de financement, c'est-à-dire crédit. C'est une fonction aussi vieille que l'activité financière. Et il y a une autre fonction. Il y a une autre fonction qui est plus récente, qui s'est détachée de la précédente en quelque sorte, qui est celle de la gestion de risque. L'activité financière, le système financier en tant qu'ensemble de techniques, d'institutions, de réglementations qui s'étend bien au-delà des frontières nationales, depuis quelques décennies, a empoigné une nouvelle fonction, une nouvelle mission, celle d'allocation des risques. Je l'appelle mission contemporaine parce que, justement, elle cesse progressivement seulement émancipée de la fonction des financements. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'allouer des actifs financiers déjà existants. Donc, ce n'est pas du financement, c'est de la circulation, on pourrait dire, des actifs financiers existants. Il faut leur donner un prix, il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir les évaluer. Donc c'est une activité par définition, par essence, on pourrait dire, une activité d'intermédiation. Donc si dans la première fonction on a affaire essentiellement à une activité de collecte et de crédit, dans l'activité de l'allocation des risques, on a affaire essentiellement avec des instruments qui passent par les marchés, quelle que soit l'institution qu'on mette sous ce terme de marché. Donc voilà, je crois que c'est important d'inscrire ces deux fonctions un peu dans une perspective historique. Vous connaissez très bien cette appellation des 30 Glorieuses.
des 30 glorieuses qui, selon les parties de l'Europe, parce que c'est clair que si on tient ce discours dans les pays de l'Europe de l'Est, comme je le faisais il y a quelques jours encore, c'est clair que ceux qui nous appelons les 30 glorieuses, c'était les 30 ténébreuses pour l'autre partie de l'Europe. Donc il faut quand même être conscient que l'on parle d'un lieu géographique bien précis, à savoir le monde occidental. Donc pour le monde occidental, c'était effectivement les 30 glorieuses en termes de certaines sérénités économiques, en termes à la fois des bilans, qu'ils soient publics, qu'ils soient commerciaux, en termes de chômage, niveau de chômage, en termes de croissance, bien sûr, et en termes d'inflation. C'était le temps où la finance jouait essentiellement, quand je dis la finance, je dis l'ensemble du système financier, était essentiellement, on pourrait dire, dédié à cette fonction de financement, où la primauté de l'allocation des capitaux était indiscutable, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement aussi. Il y avait donc, en sous-jacent, une dimension de durée dans la relation de financement, de stabilité, et puis de souci de la viabilité dans le moyen terme de cette relation. Pendant ce que j'ai tendance à appeler les 30 euphoriques, qui ont, à quelques années près, ça colle très bien à la définition de 30, puisque se sont terminés avec, je pense, avec le début de la crise, on a cette émancipation progressive de la fonction d'allocation des risques. Cette allocation des risques, elle utilise des techniques différentes, elle utilise des concepts différents, elle est ancrée en quelque sorte dans le concept du marché, je l'ai dit tout à l'heure, et qui dit marché dit à la fois liquidité, dit volatilité, dit optimisation dans l'instant, en tout cas dans un horizon court, et non pas la viabilité de long terme. On peut aussi dire que l'allocation des risques, la gestion des risques, c'est, comme je le dis ici, je crois, oui, la spéculation sur les avenirs possibles. Alors, depuis 2007, la donne est en train de changer parce que nous avons affaire à quelque chose qui ressemble quand même à une crise systémique. Je ne vais pas rentrer dans la définition, je pense qu'on pourra encore une fois y revenir dans la discussion, mais il y a une dimension de, si ce n'est pas de peur, c'est en tout cas d'anxiété. Et puis, il y a ce mot qui a surgi dans la bouche de tout le monde, de tous les commentateurs, acteurs, comme s'il n'avait pas existé auparavant, quelque part entre 2006 et 2007, à savoir la question de la confiance. Il n'y a plus de liquidité, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance, disait-on, ce qui est, à mon avis, une aberration. Comment cela s'est traduit dans les faits? Ça s'est traduit dans les faits, comme on l'a vu, que la liquidité a sombré, que certains marchés se sont arrêtés, que d'autres sont sous réanimation grâce aux interventions des banques centrales. Pendant cette période des 30 années euphoriques, il y a un certain nombre d'observations quant au rôle macroéconomique du secteur financier que l'on peut formuler. La première d'entre elles, c'est que justement les bilans bancaires sur lesquels apparaissent le crédit et les dépôts, essentiellement, donc les bilans domestiques, en faisant abstraction des activités internationales. Ces bilans, la taille de ces bilans mesurés au PNB est restée relativement stable. Bien sûr, il y a une croissance, mais elle est relativement modérée, compte tenu des dynamiques que l'on va voir tout à l'heure. Elle aussi aux alentours entre 100 et 150%. Il y a quelques pays qui sont partis de plus bas. Il y a quelques-uns, notamment les États-Unis et l'Espagne, qui sont arrivés beaucoup plus haut. Mais il n'y a pas eu de révolution sur cette période d'un peu plus de 20 ans. Mais on a vu aussi que le secteur financier, vous l'avez vu dans la presse, dans les commentaires, et on les fait plus facilement aujourd'hui que durant la période euphorique, que la croissance du système financier, du secteur financier, était un moteur important de la croissance économique. C'est vrai notamment pour la Suisse, où l'extension, la finance a été une des locomotives, pas la seule, mais une locomotive importante de la croissance du PIB suisse. On le voit sur le graphique ici, c'était vrai pour une bonne partie, pas pour tous, mais pour une bonne partie des pays occidentaux. Alors, il y a un paradoxe, parce que stabilité des bilans bancaires, et puis, relative, et croissance de la contribution de la finance au PNB. Pourquoi?
Ben, justement, parce qu'il y a cette montée en puissance de l'activité qui n'affecte pas tellement les bilans, à savoir la gestion des risques, qui est essentiellement basée sur la transaction, sur ce qui se passe sans engager trop les bilans au sens propre du terme. Ça se passe assez souvent hors bilan. Et on voit aussi, c'est des chiffres américains, on voit que cette extension du rôle macroéconomique de la finance a été accompagnée, on le voit aussi sur les chiffres suisses, mais ils sont de moins bonne qualité, sur une part croissante des bénéfices du secteur financier dans l'ensemble des bénéfices du secteur industriel, enfin, secteur économique. Et on le voit ici, la part à la valeur ajoutée augmente, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais l'augmentation de la part du secteur dans l'ensemble des bénéfices est très nettement plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'extension, l'accélération assez phénoménale de l'activité de transaction, qui est, encore une fois, plus liée à l'activité de gestion des risques que l'activité de financement. Et vous voyez ici, nous avons sur ce graphe 3 observations. Observation 95, observation 2005 et observation 2008. Vous voyez, plus la ligne rouge, si les 3 observations sont ont une pente plus ou moins proche de celle de la ligne rouge, nous avons un développement du marché financier qui va de pair avec le développement du volume des transactions. Si la trajectoire est plus plate, c'est que le développement en termes de capitalisation est plus fort que celui du volume de transactions. Par contre, si les trajectoires sont plus verticales que la bissectrice, nous avons une accélération du volume de transactions plus importante que la capitalisation. Et vous voyez que les grandes places financières, je ne sais pas où est-ce que j'ai fait du pointeur, si vous voyez les grandes places financières, les États-Unis qui se trouvent aux alentours, la première observation aux alentours de 100 et 60, croisement du 100 et 75, vous les voyez ensuite dans la colonne entre 125 et 150, et vous les voyez crever le plafond en 2008 avec une ascendance, pour ainsi dire, verticale. Vous voyez la même chose pour ce qui est de l'Angleterre, et vous voyez une évolution coudée pour la Suisse, qui démarre entre 125 et 150. Ensuite, on se trouve presque à l'extrémité, en 2005, on se trouve presque à l'extrémité du graphique, là-bas, vers le nord-est. Et puis, on voit, encore une fois, une ascendance presque verticale durant les 3 dernières années qui ont précédé la crise. L'accélération des transactions est quelque chose qui a nourri le fonctionnement du secteur financier. Ceci étant, ça a provoqué, ou plutôt cela témoigne d'un certain écartement de l'économie réelle. C'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Parce qu'effectivement, pendant cette période euphorique, il y avait 2 forces, on pourrait dire, qui ont fonctionné de concert. D'un côté, il y avait un abandon de la discipline comptable en se disant « mais on peut financer tout parce que le marché le prendra ». Et c'est sur cette rengaine que les gouvernements, les premiers, ont commencé à se financer sur les marchés internationaux, sur les marchés locaux, en se disant, ben voilà, très bien, vu qu'il y a des clients, ben, il n'y a pas trop de problème, on n'est pas tenu à la rigueur budgétaire, pas tout de suite. Bien sûr, ça a arrangé certains programmes politiques. Ceci a été rendu possible par l'effondrement du système de Bretton Woods. Justement, je faisais allusion au 41e anniversaire de cette situation. Mais ce n'est pas seulement les gouvernements qui ont profité de cet effet de levier, on peut le dire de manière un peu imagée, de cet effet de levier, cette possibilité de cet effet de levier. Bien sûr, l'industrie, bien sûr la finance, et bien sûr, et aussi les ménages, se sont engouffrés dans cette idée de l'endettement relativement facile, parce que le marché était là, le marché était infini, on le voit avec les discussions sur le Libor, personne ne s'est posé la question si il y avait une limite au marché, et tout était absorbable. Et le modèle d'initier des opérations de financement pour s'en débarrasser ensuite, comme la Banque des règlements internationaux l'a très joliment appelé le Originate and Distribute, qui a été ensuite repris dans la littérature. Originate, on noue, et puis on s'en débarrasse parce que le marché est porteur. Donc première force, création inconsidérée de nouveaux facilités par le processus de titrisation sur lequel je ne reviens pas.
Et puis, parallèlement, du côté de détenteurs des avoirs financiers, il y a une attente de rendement. Cette attente de rendement est assez souvent, je vais vous le montrer tout à l'heure, sans rapport avec les rendements dits possibles, dits de l'économie réelle. Alors ça a été porté par un certain nombre d'illusions. On peut dire d'abord, pas mal alimenté par l'idée des fonds de pension, notamment en Suisse, c'est qu'on pourra passer 10, 20 ou 30 ans sans travailler parce que le capital va travailler pour nous. Une autre idée sur laquelle je ne vais pas m'appesantir, c'est celle d'une société sans risque, que tout est quelque part assurable, que tout est vérifiable, que tout est prévisible. Et cette idée aussi que la technique financière, alors je les résume sous le terme de gestion active, mais ce n'est pas que ça, que les différents instruments techniques, que les percées intellectuelles qui accompagnent la finance, le développement de la finance, permettent tout simplement d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on lit dans les journaux, donc en quelque sorte, encore une fois, de vivre sans travailler, de vivre sans risque, et d'un côté, et de l'autre côté, d'écouler à peu près tout ce que l'on veut créer, tout ce que l'on veut financer. Et le résultat, le mélange explosif de ces deux, on pourrait dire, mobiles, de ces deux motifs, c'est qu'on s'est retrouvé en 2007 avec une grosse gueule de bois, si vous me passez l'expression, après 30 ans de foire, ça fait quand même pas mal, la gueule de bois, avec le problème systémique, c'est qu'on a accumulé trop de risques, et ce risque, en quelque sorte, on pensait les répartir, mais on n'a pas réparti. Alors je ne vais pas vous assassiner avec des chiffres et des schémas, mais quand même, compte tenu de l'excellence de l'audience, je me suis dit qu'on pouvait montrer quelques ordres de grandeur. Mais regardez d'abord cet ordre de grandeur, ces chiffres ici qui montrent la croissance du volume des actifs financiers. Si, ramené bien sûr à quelque chose, ramené au PIB mondial. Donc si on regarde, en 1995, on avait à peu près 4 fois le PIB en volume d'actifs financiers. Ce sont des calculs assez difficiles et ce sont des ordres de grandeur. En 2005, on en avait 4 PIB. 10 ans avant, on avait 2 PIB. Donc, x2. Si on essaye de mesurer le volume de transactions, en 1995, à peu près 7 fois le chiffre d'affaires des activités financières, grosso modo 7 fois le PIB, mais on change complètement d'ordre de grandeur en 2005 avec à peu près 25 ou 26 fois le PIB. En d'autres termes, l'accélération, le rapport stock-flux est passé de quelque chose comme 3, quelque chose à 8, quelque chose. Encore une fois, une accélération assez impressionnante qui montre de manière indirecte l'importance de la réallocation permanente. Un autre graphe qui est assez parlant, on l'a fait la première fois il y a 20 ans, il avait à peu près la même tête, mais les coordonnées n'étaient pas les mêmes. Alors je vous l'explique très rapidement parce qu'il montre le cœur du problème du rapport entre l'économie réelle et l'économie financière, on peut dire comme ça. Regardez la ligne verte que vous avez ici, c'est le taux de croissance capitalisé nominal de l'économie américaine en partant du milieu des années 60 avec 1, et on se retrouve, on considère un peu l'économie américaine comme une entreprise, qui accumule, qui croît grâce à son taux de croissance, on se retrouve avec quelque chose comme 20 ou 22 à la fin de la période, juste avant la crise. Si on fait la même chose avec le taux d'intérêt, c'est comme par hasard les petits rectangles, les petits triangles jaunes, le taux d'intérêt colle, encore une fois de manière cumulée, sur la même droite. Et puis nous avons ces deux qui s'écartent, le bleu et le rouge. Le bleu et le rouge se réfèrent à la même population d'entreprises, à savoir, c'est des entreprises qui font le Standard & Poor's 500. Et alors, deux lectures. Une lecture, on peut dire, du point de vue de l'économie réelle, c'est le bleu, et une lecture du point de vue de la valeur boursière de ces entreprises, c'est la courbe rouge. Calculée chaque fois de la même manière, à savoir le taux de croissance cumulé. Donc vous voyez, paradoxalement, que ces très grandes entreprises, qui sont les monstres de l'économie américaine et mondiale, somme toute, sur une longue période, ont performé du point de vue de leurs résultats opérationnels, le bleu, moins bien que l'économie avec une chute à la fin. Mais enfin, grosso modo, dans le même ordre de grandeur à l'arrivée, 2004-2005, à peu près le même ordre de grandeur.
Et vous voyez cette courbe qui ressemble à des paysages du Valais, en quelque sorte. Hein. L'Himalaya, les Alpes, je ne sais pas très bien, le Caucase, enfin, en tout cas des montagnes récentes et puissantes. Cette ascension qui commence, et le décrochage, et quel que soit, il y a des effets de graphique, mais quel que soit le moment où on prend les séries plus longues, on montre, on voit ce décrochage quelque part au début ou au milieu des années 80. C'est là où il y a ce vent d'euphorie financière qui s'ouvre sur l'ensemble des marchés. Un autre chiffre qui interpelle aujourd'hui, c'est un graphe qui est vrai ici pour la zone euro. La même chose est vraie pour l'économie américaine. En termes les couleurs sont un peu différentes, mais le calcul qui est en dessous est le même. Qu'est-ce qu'il dit, ce graphe? Il dit que si nous regardons la croissance de la dette, du crédit, de la dette de l'ensemble des acteurs économiques, non financiers, ménages, administration, entreprises non financières, et donc croissance de la dette brute. Et si nous regardons pendant la même période la croissance de la valeur ajoutée produite, indicateur on ne peut plus d'économie réelle, on arrive à un rapport de 3,7. Ça signifie, encore une fois, c'est des ordres de grandeur, même si les chiffres sont de l'OCDE, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une unité de PNB supplémentaire, chaque fois qu'on a produit une unité supplémentaire de PNB, on a créé, alors causalité, je ne veux pas dire causalité, hein, on a créé 3,7 unités de crédit. La même chose est vraie pour les États-Unis, 3,7. La Suisse, c'est un peu mieux, un cas à part, on se retrouve avec un 2,6. Mais 2,6, 3,7, il y a quand même cette idée centrale que l'on oublie quand on fait aujourd'hui des appels aux politiques de croissance, que sans crédit, la croissance probablement a été en panne ou aurait été en panne durant les 10 dernières années. Elle a été, c'est une hypothèse, elle a été quand même boostée par cette possibilité de crédit qui, comme je l'ai montré tout à l'heure, parlant du mélange explosif, a été, sur ces financements, ont été refilés vers le marché, qui a pris tout ça parce qu'il avait soif de rendement d'un côté et qu'il était un peu aveugle au risque de l'autre côté. Donc, puisque j'arrive au temps de... D'accord, très bien, parfait. La question du retour possible vers l'économie réelle. Après ce long détour, et vous gardez probablement en tête le graphique himalien ou alpestre de l'économie américaine. Le retour vers l'économie réelle, est-ce une hypothèse possible? Je crois qu'il faut revenir sur un certain nombre d'ambiguïtés, de confusions sur lesquelles nous avons vécu. La première d'entre elles, et puis on entend maintenant de plus en plus parler parmi les financiers et les régulateurs, la confusion entre la notion de risque et de l'incertitude. Qu'ai-je fait? Ça marche. Alors, la notion de risque et de l'incertitude. Vous qui allez souvent en montagne et savez ce que c'est que d'assumer une certaine incertitude. Mais on l'assume en tant qu'entrepreneur, en tant que promeneur, en tant qu'alpiniste, parce qu'on connaît plus ou moins l'environnement, donc on a des anticipations, une idée de ce qui pourrait arriver, même les scénarios extrêmes, pas de manière exhaustive, mais on a aussi confiance dans ses propres compétences, dans son équipement, pour ce qui est des entreprises, dans les gens qui nous entourent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse d'externaliser le risque, on l'assume et on a du plaisir, on peut dire, la satisfaction en surmontant les difficultés parce que justement on assume par la compétence, qu'elle soit celle du montagnard ou celle de l'entrepreneur. La proposition de finance était tout à fait différente et beaucoup d'entreprises et beaucoup d'acteurs se sont rués là-dessus. Les risques, je les externalise. Donc justement cette idée, je vends, je transfère mes risques vers un autre parce que je ne veux pas les assumer. Il y a des textes magnifiques du début des années 2000 qui disent, des professeurs de finance, qui disent maintenant la finance nous permet de nous émanciper de l'économie réelle, de l'emprise, du carcan de l'économie réelle, parce qu'on peut se défaire de nos risques. Non,
Le retour de l'économie réelle, c'est le rappel, et ça c'est tout le discours sur le risque systémique que l'on a découvert avec la crise, et qui était grand comme une montagne, c'est le cas de le dire. Il fallait juste ouvrir les yeux. C'est qu'il y a des risques non externalisables. Et que ces risques non externalisables, pourquoi est-ce que ces risques sont non externalisables? Parce qu'ils relèvent de l'incertitude, des choses imprévisibles, non probabilisables, qui sont en dehors des écrans. Alors bien sûr, après la crise, on a beaucoup parlé. Avant la crise, ceux qui le soulevaient, donc certains de mes amis et moi-même, personne ne voulait l'entendre. Premier point, donc le retour au fait qu'il faut assumer les risques plutôt que de chercher, de se couvrir de tous les côtés. La couverture, ça coûte, et la couverture ne couvre pas. Il y a toujours quelque chose qui dépasse, on peut dire comme ça. Donc, la révision des modèles d'affaires de la finance universelle, oui, parce que le modèle d'affaires qui vivait de la commission d'intermédiation et qui vivait de moins en moins du métier de la finance qui consiste à allouer des financements en prenant une responsabilité et un risque sur les taux débiteurs et les taux créanciers, ça a été marginalisé. C'est en train de revenir, et c'est une bonne nouvelle pour l'économie réelle. L'économie réelle dont il a été question, elle a été délaissée en partie. Elle a été délaissée, comme je l'ai montré avec les bilans bancaires, elle a été délaissée plus en termes relatifs qu'en termes absolus, notamment dans les pays comme la Suisse. C'est pas tout à fait dans ma tête. Attendez, parce que là, c'était quelque chose que je voulais vous montrer avant. Et puis voilà. Maintenant, on arrive avec le dernier slide. C'est qu'il me semble que, je ne sais pas pourquoi elle est passée en bleu, mais ça, c'est bon. On est arrivé à, je pense, en tant que responsable de finance, de surveillance aussi, à l'idée, à un point assez clair de la limite de la pure gestion, dans la pure transvasage d'actifs existants. La fin de la transaction comme étant le rapport fondamental dans l'activité financière est en train de s'épuiser, la relation est en train de revenir. Pourquoi est-ce que la relation est en train de revenir? Parce qu'on s'est rendu compte aussi que la confiance, dans une perspective de transaction, je cherche à être rassuré par l'infrastructure de la transaction, par les experts, par les juristes, par les autorités de marché. Je veux savoir que ce que je suis en train d'acheter, c'est de la bonne qualité, que ça a été validé, que ça a été poinçonné, que ça a été estampillé. La confiance, elle vient de l'environnement institutionnel. Et bien sûr, cet environnement institutionnel, il coûte. Dans une relation de financement, bien sûr, il y a la dimension institutionnelle, mais avant tout, il y a une confiance qui se crée entre le financeur et le financé, parce qu'ils sont attelés à la même charrette, on peut le dire, qui est un projet industriel, qui est un projet de création, qu'il s'agisse des services ou de l'industrie, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc la relation, elle s'inscrit dans une vision partenariale, la finance partenaire de quelque chose qui n'est pas financier, qui exige de la durée et qui impose une certaine stabilité de la relation parce qu'on est justement propulsé ou projeté dans une promesse, on pourrait dire, qu'on se fait mutuellement sans pousser trop loin le parallèle. L'efficacité du moment, de l'instant, l'optimisation de l'instant, est en train de pousser en quelque sorte, d'être poussée par la recherche d'une fécondité, d'une créativité à moyen terme. Donc ce retour incontournable vers la relation, il est dicté à la fois par des questions économiques, parce que l'infrastructure de surveillance coûte trop cher, et par le fait que le partenariat dans le financement passe par là, quand les marchés sont un peu moins porte-preneurs de papier à risque et d'à peu près tout ce qu'on peut produire. Donc la crise structurelle de la finance, parce que je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il y a une crise structurelle, comme il y a eu des crises structurelles dans l'horlogerie, comme il y en a eu dans l'automobile, à répétition d'ailleurs, il y en a une dans la finance mondiale, dans la finance suisse. Ça se traduit comment? Ben ça se traduit par une réduction de la taille du secteur. Gates avait dit il y a des années, we need banks but do not need bankers. C'est un peu ce que sont en train de faire certains grands groupes industriels qui se disent, mais en fait on a tellement de peine à discuter avec nos amis banquiers, ils ont allé tellement loin dans leur modèle,
de banque universelle, de transactionnite aiguë, etc., que peut-être finalement on s'entendrait mieux et on aurait des meilleurs instruments pour notre activité si on développait des activités financières au niveau de banques industrielles qui seraient épaulées ou portées par des grands groupes industriels. C'est des discussions qui ont lieu, c'est des micro-réalisations. C'est aussi un peu la tentative du microcrédit, quelle que soit l'idée que l'on mette dans le microcrédit. Il y a le microcrédit généreux, il y a le microcrédit qui est tout à fait commercial, qui est quand même de dire il y a des micro-projets, ces micro-projets peuvent être bons pour le financeur et pour le financer. Essayons avec de l'encadrement, et des fois avec des collaborations avec des institutions comme celle, je pense, qui nous héberge aujourd'hui, essayons de pousser, de permettre à l'entrepreneur et au financeur d'arriver à bon port, parce qu'il y a besoin de compétences, parce qu'il y a besoin d'idées, parce qu'il y a besoin de support. Donc je crois que ce retour vers l'économie réelle, vers une des fonctions fondamentales de la finance, qui est le financement des projets, est en train de s'opérer. C'est pas, on ne peut pas dire qu'il a déjà eu lieu, mais je crois que c'est une perspective. Alors, dernier mot qui me paraît important de souligner, je crois qu'il est très important que la finance soit en quelque sorte supportée et portée par l'enthousiasme de l'ensemble des partenaires économiques, parce qu'ils ont besoin de ce service. C'est un service vital à l'économie. Il ne faut pas éliminer la finance comme prônent certains parce qu'elle serait mauvaise. Non, il faut tout simplement lui permettre, la conduire vers plus de réalité, sortir un peu des réalités stratosphériques pour retourner sur le plancher des vaches. Je vous remercie.